La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. On entend souvent parler d'innovation frugale qui a émergé dans les pays en développement, mais l'innovation frugale peut-elle s'inviter à la table des managers ? L'adoption de l'IA dans les organisations est devenue un nouveau problème complexe et l'innovation frugale offre une porte de sortie, une manière de relever le défi. Aujourd'hui, nous accueillons Abhinav, spécialiste de l'innovation par les contraintes. Bonjour, je m'appelle Abhinav Agarwal et aujourd'hui je vais vous parler de l'innovation frugale. Pour moi, la frugalité existe partout et j'explique ça par une métaphore qui est le pain perdu. Comment transformer des contraintes en opportunités. En Inde, c'est un terme très polyvalent qu'on utilise dans le quotidien et on le prononce jugaad. Et c'est un état d'esprit, le système D. L'ingéniosité, c'est la créativité appliquée pour bricoler une solution. C'est Naviraju qui l'a popularisé en France à travers ses bouquins. Il y a plusieurs exemples qu'on voit autour de l'innovation frugale. Donc, par exemple, on a vu pendant le Covid les masques Decathlon qui ont été transformés en respirateurs. Ou un autre exemple classique, c'est le compte nickel. Donc, chez n'importe quel buraliste, pour 20 €, dans 5 minutes, on a une carte bancaire. Donc, c'était fait pour bancariser les personnes qui ont du mal à ouvrir des comptes en banque. Donc, on a simplifié toute la paperasse et on a rendu ce service accessible et on a donné une fonction supplémentaire aux buralistes. Donc, l'innovation frugale, c'est à la fois une posture d'acteur de changement et à la fois une stratégie née des contraintes. Tout le monde peut innover, donc souvent c'est une approche qui est naturelle aux associations qui sont toujours sous contrainte. Une fois qu'on l'a compris, en fait, on dit en fait c'est du bon sens paysan. On va retrouver plein d'approches, par exemple le Lean, le Six Sigma, le Blue Ocean. C'était l'époque des startups, tout le monde parlait des startups. Je m'étais lancé dans un projet entrepreneurial avec des amis, avec une équipe en Inde qui faisait le développement. Au bout d'1 an, j'ai perdu un peu d'argent, un peu beaucoup d'argent, et on a fermé la boîte, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde nous disait, venez nous voir quand la solution serait prête. Du coup, je suis passé par une petite phase de questionnement de pourquoi est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une très bonne idée, mais en fait, ce n'était pas un vrai problème que ça résolvait. Et donc, personne n'était prêt à payer tout de suite. Et en fait, dans l'innovation frugale, ce qui se passe, c'est souvent, je résous un problème pour moi-même. Et une fois que ça apporte de la valeur, je le transforme en produit que je peux commercialiser. Après ce petit échec, je me suis dit, ok, j'ai le contact de tout l'écosystème des startups. Et donc, je parlais de l'esprit jugaad. Et il y avait dans le public quelqu'un qui est venu me voir après la conférence en me proposant que la semaine d'après, il cherchait quelqu'un pour un keynote sur l'innovation frugale. Et du coup, la semaine d'après, et là, je me suis retrouvé devant une centaine de femmes entrepreneurs à HEC. Et après la conférence, l'impact que ça a eu, je me suis dit, c'était trop encourageant et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. L'innovation frugale, c'est innover avec des contraintes. Donc déjà, il faut trouver la contrainte, donc bien formuler la problématique. Donc un des principes, c'est que la solution est dans le problème. Donc déjà, bien cerner le problème. Donc le deuxième principe, c'est que la réponse est dans la question, d'où il faut bien formuler la question. Faire mieux avec moins ou faire mieux avec peu, avec ce qu'on a, et j'ajouterais avec ce qu'on est. Finalement, faire mieux avec moins, l'innovation frugale ou le management frugal, pour moi, c'est pas une question de ressources, de budget, c'est une question de compétence qui est cachée dans le verbe faire. Dans les journées Germe, on travaille sur la reformulation de la problématique parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Il y a un exemple classique. Le manager, donc le chef de l'équipe de Audi, a demandé à son équipe pour le 24 heures du Mans
comment est-ce qu'on peut construire une voiture plus rapide. L'équipe a commencé à réfléchir à plus aérodynamique, moins de frottement. On est dans l'innovation incrémentale. On dit plus de ça, moins de ça. Le chef de l'équipe a reformulé sa question avec une contrainte en disant comment est-ce qu'on peut gagner la course même si notre voiture ne peut pas aller plus vite que celle de nos concurrents. Pour la première fois dans l'histoire de la course qu'ils ont utilisé un engin en diesel, c'était beaucoup plus économe et donc il fallait arrêter moins souvent pour les ravitaillements. Ils ont pu gagner la course pendant plusieurs années. De ce que j'ai vu de mon expérience, ce qui est important quand on veut adopter l'innovation frugale, toutes les organisations sont vraiment dans l'urgence et ne se prennent pas ce temps de se remettre en question et prendre le temps de réfléchir à travers tous les ateliers, les journées de formation. Les collaborateurs, le retour qu'ils font, c'est en fait, on avait la réponse, mais on ne l'avait jamais vu sous cet angle. Donc, c'est tout l'art de faire émerger la question. Ensuite, il y a aussi des biais cognitifs qui sont en jeu. Donc, quand souvent on a l'habitude de faire une activité depuis 5 ans, 10 ans, on ne se remet pas en question ni sa pratique. Et il y a également l'effet Einzelung, qui est un biais cognitif qui fait que l'humain priorise une solution plus simple et bien maîtrisée au lieu de faire de l'effort à aller chercher une solution plus efficace. Quand on travaille avec Excel, on se dit ok, je vais faire du copier-coller, ça va me prendre 15 minutes. Sauf que si on avait fait l'effort d'aller voir, chercher sur Internet comment je peux faire une macro, on aurait peut-être passé 20 minutes, mais en fait ça nous aurait servi pour la prochaine fois. Dans cette première partie d'épisode, on a vu ensemble la notion de prendre le temps. Mais en même temps, on a un grand enjeu qui arrive dans les organisations et les entreprises. C'est l'IA, l'intelligence artificielle. À première vue, le Jugaad, c'est plutôt un état d'esprit, une posture, type système D. Et à l'inverse, l'IA apparaît plutôt comme un outil de la modernité. Mais alors, quel lien entre l'IA et le Jugaad ? C'est quand on veut résoudre un problème d'une façon créative, avec des ressources limitées, on a besoin d'être ingénieux. Et dans ce contexte, l'IA est un levier de la créativité parce que ça peut nous permettre à générer plein d'idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais il faut aussi savoir que l'IA est très bête et en fonction de la question, la façon dont c'est formulé, ça va générer la réponse. Dans les journées autour de l'innovation frugale, on travaille beaucoup cette dimension de la formulation de la question. Dans l'innovation frugale, on dit souvent faire mieux avec moins. Le secret en fait de l'innovation frugale, c'est dans le verbe faire. Et en fait, ce sont des compétences. Donc en entreprise, quand on dit faire mieux avec ce qu'on a, c'est en fait valoriser et faire un levier des compétences, des appétences, des talents des collaborateurs qui sont souvent soit invisibles, soit pas sur la fiche de poste. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser ces compétences. Et avec l'IA, ça peut être un moyen d'augmenter ces compétences humaines. Et finalement, c'est aussi un amplificateur de ressources dans le sens où ça va permettre de libérer du temps, être humainement présent. Et finalement, ça peut aussi aider à optimiser l'usage des ressources. L'équipe Centaure, c'est un terme que j'ai découvert dans le livre de Jürgen Appelo, qui a créé le concept du management 3.0 et qui a sorti son livre qui s'appelle Human Agent Robot et qui explique que dans notre quotidien, bientôt, on aura des humains et des agents IA avec lesquels on va collaborer. La semaine dernière, j'ai vu passer une nouvelle IA. Donc, c'est une entreprise qui a créé une solution qui s'appelle ProActor. C'est un agent qui t'écoute. C'est pas juste que ça prend des notes, ce que Teams fait déjà, mais en fait, il agit pour toi. Donc, il va aller, si on discute d'envoyer des mails à quelqu'un, il va aller rédiger le mail et le mettre en draft. Ou si on parle des tâches à faire, ça va sur Jira ou Trello aller créer une tâche,
Et en plus de ça, ça garde la mémoire de ce qui a été dit dans les réunions précédentes pour rappeler. C'est assez intrusif. Une petite IA nerveuse qui est en train en fait, d'agir quand on est en train de discuter. En fait, ça pose des questions sur la matrice RACI, quand on est une équipe, qui fait quoi, quelle tâche est-ce qu'on donne à l'IA. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, les agents IA, la façon dont on l'utilise, c'est plutôt comme on utilise un logiciel. Donc, on ne peut pas vraiment considérer comme un collègue. On ne va pas être jaloux d'une IA parce qu'elle peut travailler 24 heures sur 24. Pour moi, on ne va pas vraiment forcément considérer l'IA encore comme un collaborateur, mais c'est plutôt la dynamique de l'équipe qui utilise l'IA ou qui n'utilise pas l'IA, où ça peut créer des tensions. Le manager, je pense, a la responsabilité de sensibiliser aussi aux enjeux éthiques de l'usage de l'IA. Souvent, ce qui est conseillé, c'est de communiquer au client si on a utilisé l'IA ou pas. Si quelqu'un facture le client pour 3 jours de travail qu'il a fait en 3 heures, c'est pas éthique. Ou que si dans l'équipe, il y a certains qui utilisent l'IA et les autres qui ne l'utilisent pas, ça va clairement créer des inégalités. Souvent, les projets informatiques dans les grands groupes, il y a une DSI qui conçoit une solution et ensuite c'est distribué à toute l'entreprise. Si on veut encourager une approche de design des solutions IA centrées sur l'humain, l'idée c'est d'habiliter les collaborateurs qui sont le plus proches des problèmes, de les donner du temps pour jouer avec l'IA, pour se former avec l'IA, pour eux-mêmes concevoir des solutions. Et je pense que c'est une approche expérimentale qu'il faut adopter. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est en train de développer, de bricoler des solutions dans leur coin. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait centraliser une fois que la preuve a été faite. Il y a Anil Gupta, un expert et un des pères fondateurs de l'innovation frugale, qui dit que tout le monde peut innover et c'est un mouvement qui vient d'en bas. Et donc en entreprise et dans le contexte managérial, ça se propose plutôt sous forme de comment insuffler une culture d'innovation grassroots. Donc c'est l'entrepreneuriat dans l'entreprise, c'est les solutions qui viennent du terrain. Si la tâche est répétitive et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, on peut le déléguer à l'IA, ou ça peut aussi être des tâches où l'erreur humaine qui peut être là et il y a des risques, des gros enjeux. Et parfois, on doit aussi garder l'esprit critique de qu'est-ce qu'on automatise. Parce que souvent, une fois qu'on a automatisé, on oublie pourquoi on avait mis ça en place. Donc, comment mettre en place des boucles de feedback et qu'il y a une vérification humaine et que cette automatisation apporte vraiment une valeur ajoutée, qu'il y a un ROI, que ça respecte et que ça valorise les valeurs humaines, les compétences humaines. Je pense que c'est juste une posture beaucoup plus humaine, être à l'écoute, très low-tech. C'est tout l'enjeu, de pouvoir détecter des ambassadeurs, des gens qui faisaient peut-être le juste nécessaire, de leur donner une opportunité, de valoriser le travail qui est fait. Je dirais que c'est plutôt comme une approche de design thinking. Donc on fait un parcours d'utilisateur où on schématise un process et ensuite on identifie quelles tâches. Donc un processus est constitué des tâches et chaque tâche c'est souvent une compétence. Donc de poser la question à l'envers, c'est quoi le risque? Qu'est-ce qu'on va perdre si on automatise cette tâche? Aujourd'hui, un bon manager doit avoir cette proximité de voir les compétences et les appétences du collaborateur, ou aussi de proposer aux collaborateurs qui ont une grosse charge de voir comment, si l'IA peut aider. En termes d'outils, N8N, Flowise, Relevance, ce sont plutôt des outils no-code ou low-code que en fait, une personne qui n'est pas forcément ingénieur informatique peut très facilement prendre en main. Donc, c'est effectivement cet esprit de prototypage rapide à travers un prompt bien réfléchi. On peut commencer à tester. Dans mes journées d'intervention, ce que je fais, c'est d'abord on travaille sur la question, sur la problématique, mais d'une façon humaine, sans IA. Et ensuite, on utilise l'IA
pour voir est-ce que ça génère des nouvelles idées. Donc je pense que la créativité, c'est un muscle, mais si on utilise ça pour des choses simples et faciles, on va l'affaiblir. Donc si on doit monter 2 étages tous les jours et on commence à utiliser l'ascenseur, on va s'affaiblir les muscles. Mais si on doit monter 7 étages, là, on peut utiliser l'ascenseur, mais on peut faire les 2 premiers étages à pied. J'ai allié l'innovation frugale et l'IA pour garder cet esprit critique, être centré sur les valeurs. Les valeurs ne changent pas tous les jours. Les outils IA changent tous les jours. Chaque semaine, on a une nouvelle IA. Donc je pense qu'il faut poser les bonnes bases et ensuite avoir cet esprit d'expérimentation. Et c'est un travail qui va se faire dans le long terme. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, on a besoin de remettre aussi en question la façon dont on définit la croissance et la création de valeur. Il y a des paradoxes. On peut utiliser l'innovation frugale dans un esprit de prototypage. Ce que je fais, c'est on a des sprints de 2 semaines. Et dans 2 semaines, on peut, ou même 1 semaine parfois, on peut valider, dévalider des solutions. Si on les industrialise ou pas, on peut prototyper et même faire des solutions au bout de 2 semaines. Le management frugal donne vraiment un sens d'impact, de quelque chose de positif, de remettre en question nos pratiques. Donc déjà, quel est le vrai problème qu'on est en train de résoudre, d'être sûr qu'on est en train de résoudre, on est en train de travailler sur le bon problème. Le deuxième, je dirais, si c'est avec l'IA, poser les questions de quand est-ce qu'on fait confiance à l'IA et quand est-ce qu'on utilise l'intuition ou le jugement humain. Troisièmement, je dirais, comment est-ce que ça encourage le travail ensemble, l'intelligence collective. À très bientôt et merci encore. Et si manager, c'était s'adapter et expérimenter, avec le podcast pour les managers par le réseau Germe. À très vite sur la graine inspirante.